vous êtes directeur fondateur de l'Observatoire des inégalités. Vous allez nous parler de la précarité, mais on va sortir un petit peu des collectivités pour la précarité en général. Votre souci et votre volonté, c'est avant tout de préciser, si tant est que cela soit possible, ce qu'est la précarité. Alors voilà, je vais élargir un petit peu le propos, donc je m'excuse par avance, parce que c'est des propos très généraux qui ne portent pas spécialement sur la fonction publique, avec le regard de l'Observatoire des inégalités, qui cherche à dresser un état des lieux des inégalités en général, pas simplement de la précarité, des revenus, de la santé, de la famille, etc. Et donc, je vais donner comme ça quelques ordres de grandeur. Mais avant de rentrer dans la question de la définition, je voudrais quand même rappeler une chose qu'on doit toujours avoir en tête quand on fait la critique sociale de notre modèle, c'est qu'il reste largement performant. C'est-à-dire qu'on est un des pays au monde où il y a le moins de pauvreté. Il faut le rappeler, parce qu'on peut très bien utiliser la critique de notre modèle, de la fonction publique, etc., aujourd'hui, pour la retourner contre nous-mêmes. Et pour dire, finalement, mettons tout ça... réformons tout ça complètement et abandonnons le modèle qu'on a. Non, on a quand même un modèle qui, globalement, marche bien. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on pourrait alimenter ce constat avec d'autres éléments. Vous avez simplement là, voilà, le taux de pauvreté font mieux que nous, les pays du nord de l'Europe, qui n'ont pas le même passé industriel ni le même passé migratoire. Mais je pense qu'il faut quand même avoir en tête cette précision-là avant tout débat. Alors, effectivement, si on a un bon modèle, pourquoi s'inquiéter de la précarité? Qu'est-ce que c'est que d'ailleurs cette précarité? En fait, c'est un mot fourre-tout, donc il y a la définition que vous avez citée, mais qui effectivement englobe des dimensions qui sont extrêmement différentes. Moi, je vais essayer d'en prendre quelques-unes principales. Je ne parlerai pas du temps partiel subi dont on parlera par la suite, et puis pas non plus de la question de la pénibilité au travail, qui est une forme de précarité dont on parlera aussi par la suite, mais quelques points comme ça, d'ordre très généraux sur cette précarité, parce que finalement, tout le monde y met un peu ce qu'il veut y mettre. Je distinguerai la question de l'exclusion. Pour ATD, la précarité, c'est d'abord la grande exclusion, mais on peut l'élargir à parler de précarité à la pauvreté monétaire. Je parlerai aussi un petit peu finalement de précarité au sens de la précarité ou de la pauvreté scolaire, quand on n'a pas le bon diplôme qu'il faut. Et enfin, je dirai 2 mots de la précarité du statut du travail. Tout d'abord, l'exclusion et la pauvreté. Mais là, on est au cœur de la précarité. L'INSEE estime qu'il y a donné 2011, il y a environ 340 000 très mal logés. Je ne parle pas du mal logement en général, mais vraiment de l'exclusion. 140 sans domicile, dont 12 000 qui n'ont vraiment aucun abri. 120 000 personnes sans logement personnel et 85 000 personnes qui vivent dans un habitat de fortune. Et je vais passer sur la prochaine diapo, mais vous répartissez où vivent les sans-abri par pourcentage. Il y a un tiers qui vivent dans des caves, des parkings, à l'extérieur, dans des tentes, des cabanes, des lieux publics et des haltes de nuit. Vous retrouverez beaucoup de données plus détaillées sur notre site Internet. Mais au-delà de cette précarité, il y a la précarité dure, disons, il y a la pauvreté. Alors, quand on regarde ces chiffres, ceux de l'INSEE, finalement, on prend du recul, on se dit, voyez, il y a une baisse des taux de pauvreté, quel que soit le seuil qu'on utilise. Dans les années 70, puis depuis, ça fait un peu de petites variations, il ne se passe pas grand-chose. Maintenant, quand on regarde les choses de façon un peu plus précise que ça, et sur une période un peu plus courte, avec des données toutes récentes, puisqu'elles sont tombées vendredi pour l'année 2011, vous voyez, au cours de ces 4 dernières années, la très forte progression du taux de pauvreté de 13% à 14,4%, à 60%, et de 7% à 8% de la pauvreté à 50%, qui est la pauvreté la plus dure dans notre pays. Mais les taux nous cachent aussi des nombres. Et ces 2 courbes-là sont les mêmes courbes que vous avez vues tout à l'heure, mais en utilisant non plus les taux, mais le nombre de personnes pauvres. Et déjà, on sent que les choses sont un petit peu différentes. On voit déjà une inflexion quand même au début des années 2000 qui est assez marquée. Et si on prend ces chiffres en prenant le seuil de pauvreté le plus sévère, qu'on utilise moins maintenant, mais qui est le seuil de pauvreté à 50%, vous voyez qu'entre 2004 et 2011, on a une augmentation de 1 million de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté à 60%, qui est plus du tout de l'ordre de l'anodin, ce que pouvaient nous laisser un peu paraître les chiffres sur de longues périodes avec
avec des pourcentages. On a un vrai phénomène. Alors après, on peut discuter du débat de l'explosion de la pauvreté ou pas. Enfin, en tout cas, c'est une progression qui est marquée et qui est très forte. Pauvreté qui est fixé Alors, à combien? il est là, le seul que j'utilise là, c'est 50% du revenu médian qui est de 1 600 €, donc environ, vous retenez 800 €. Et le seuil qui est le plus souvent utilisé, c'est un seuil qui se situe à 60% du niveau de vie médian, donc qui est aux alentours de 900, maintenant aujourd'hui 980 €, quoi, depuis vendredi dernier. Bon, tout ça masque bien des choses, mais on parlera de la situation des femmes, et je voulais quand même montrer des données par âge. Non, parce on va pas en que parler. on n'oubliera pas les femmes, et je les ai volontairement oubliées parce que je savais qu'on allait parler, mais quand même, toutes ces moyennes masquent des écarts. Je n'aurai pas le temps de parler des territoires, mais simplement regarder la question de l'âge. On aurait pu prendre la nationalité, le diplôme, etc., multiplier les critères. Elles masquent des taux de pauvreté qui sont très différents entre les plus de 70 ans et les moins de 18 ans, ou les jeunes de 18 à 29 ans. On aurait pu regarder aussi à la place de taux de pauvreté, de nombre de pauvres, des personnes qui sont titulaires des minima sociaux. On aurait eu les mêmes types d'évolution. Enfin, ce discours sur la pauvreté, il est quand même assez connu aujourd'hui, on en débat. Hein. Vous avez vu, vendredi, il y a eu pas mal de débats, d'interventions radio, télévisées, quand l'INSEE a sorti ses chiffres. Ce dont on parle, moi, il me semble, moins, c'est la précarité scolaire, la pauvreté scolaire. Et un graphique qu'on ne connaît pas souvent, c'est la répartition, dont on parle peu, c'est la répartition de la population française par diplôme. Dans les milieux favorisés, il y a assez peu de gens qui savent que 13% de la population a un niveau de diplôme supérieur à Bac+2. Dans certains milieux, on ne se rend pas compte que voilà, c'est ça la France des diplômes d'aujourd'hui, et qu'en gros, jusqu'au BEP, on a 60% des Français. Et dans notre pays, où on a un système scolaire extrêmement rigide, où le diplôme joue un rôle extrêmement fort, eh ben, qu'est-ce qui se passe quand on a un bon diplôme? On est extrêmement protégé sur le marché de l'emploi par rapport à ceux qui n'ont pas le bon diplôme. On peut faire tous les discours qu'on veut sur les diplômés au chômage, etc. N'en demeure pas moins que la situation des non-diplômés et des diplômés n'a strictement rien à voir. Vous voyez sur ce graphique de taux de chômage en fonction du diplôme, et la crise renforce ces écarts-là. À côté de ce diplôme, il y a un ensemble qui est extrêmement large. Alors là, on aurait pu parler des loisirs, par exemple. Moi, j'ai choisi de vous montrer, je ne sais pas si vous arrivez à lire les chiffres, parce que c'est un peu flou, mais des taux d'accès à certaines pratiques culturelles. Hein, mais si vous ne les lisez pas, on prend une année donnée, et 20% des ouvriers sont allés au musée, alors qu'on est à 70% chez les cadres supérieurs. Le diplôme, ce n'est pas simplement que l'accès à l'emploi, c'est un univers. Bien sûr, il ne faut pas être trop schématique, et puis on peut discuter de ces classements-là, je le comprends, mais en tout cas, voilà, il y a des formes de précarité culturelle, à mon sens, qui sont au moins aussi importantes que les précarités, d'autres formes de précarité. Et enfin, dernier point, quand on parle de précarité, principalement quand même, on pense statut, statut de l'emploi. Et là, moi, je diverge un peu, c'est vrai. J'ai quand même la sensation qu'il y a un écart très très grand entre les personnes qui ont un statut protecteur, peut-être pas protégé, mais en tout cas qui les protège du licenciement, et les autres. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est ça, on le sait, c'est une montée du chômage qui est ancienne maintenant, hein, mais qui se maintient à un niveau très très élevé, hein, de chômeurs. Ce n'est pas seulement la progression récente, c'est le maintien à un niveau très élevé de chômage qui entraîne son corollaire, c'est-à-dire une évolution du taux de précarité. Mais le taux de précarité moyen, quand on le regarde, on arrive à, je fais CDD plus intérim, rapporté à l'emploi total, on arrive un peu au-dessus de 10%. Finalement, bon, ben voilà, on a passé un palier, et puis aujourd'hui, on en est là, on a 1/10 de la population qui n'a pas de CDI ou un contrat de la fonction publique, un contrat de fonctionnaire. Simplement, ça ne nous dit rien de ça. C'est-à-dire que la courbe en verte que vous voyez là, c'est exactement la même que la courbe précédente. Mais j'ai distingué la situation des 15-25 ans. C'est-à-dire que pour les jeunes, le CDD est devenu quasiment, à part les diplômés, pour les non-diplômés, la règle, hein, la précarité est la règle du marché du travail, de l'entrée du marché du travail, qui est parfois durable et qui sera d'autant plus durable qu'on est moins
diplômés. Et là, on voit encore une fois que regarder des moyennes a quand même peu de sens. Alors, si j'avais pris femme, si j'avais pris étranger, si j'avais pris sans diplôme, on ne serait pas à 49%, on serait probablement à 70%. Nationalités étrangères qui n'ont pas accès à 5 millions d'emplois dans la fonction publique, ben voilà, on arrive à des choses, hors Union européenne, on arrive à des choses, des taux qui seraient encore beaucoup plus élevés. Voilà, là je vous ai fait un petit panorama des statuts d'emploi. Tous ces chiffres-là, je peux vous les, si vous m'envoyez un mail, je pourrais vous les redonner, parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment se répartissent les salariés, les non-salariés, les contrats indéterminés, les précaires. Et puis avec des points d'interrogation, parce qu'il y a tout un volet dont on ne parle pas, c'est la précarité dans le monde des indépendants, qui est un monde ultra inégalitaire, beaucoup plus inégalitaire que le monde du salariat, avec des vrais statuts et puis d'autres extrêmement précaires. Et ça, on a très peu de choses là-dessus, et c'est certainement là qu'on a peut-être la précarité la plus dure, dans des formes d'artisanat, de commerce et autres. Et ensuite, vous avez la répartition en dessous des différentes formes de précarité, de l'apprentissage, de l'intérim et des CDD. Enfin, je vous ai réparti l'emploi précaire. Comment se répartit aujourd'hui les différentes formes d'emploi précaire? Ça, c'est le total des précaires répartis en pourcentage. Et j'ai mis un peu de côté la fonction publique, dans laquelle on a 19%, par rapport à l'ensemble des emplois précaires, on a 19% de CDD du public et 4% de contrats aidés. On s'aperçoit quoi? C'est que dans la fonction publique, on a autant de contrats précaires que dans le privé. Le public n'est ni meilleur ni moins bon employeur que le privé, ce qui semble plutôt étonnant. Bon, bien entendu, à l'intérieur de cette précarité de la fonction publique, vous le savez beaucoup mieux que moi, il y a précaire et précaire, contractuel et contractuel. Et malheureusement, moi, je n'ai pas les moyens de distinguer à l'intérieur de cette précarité ce qui relève de la vraie et de la fausse précarité, un peu comme dans le monde des indépendants. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que, d'abord, quand on parle précarité, on parle de beaucoup de choses à la fois, qui a des visages très, très différents. Ensuite, que cette précarité, c'est une précarité sélective, c'est-à-dire que contrairement à un discours très commun, elle ne frappe pas tout le monde. Elle frappe d'abord les jeunes, elle frappe d'abord les femmes, elle frappe d'abord les étrangers et d'abord et surtout les moins qualifiés. Qu'aujourd'hui, dans une situation de chômage de masse, la question du statut de l'emploi joue un rôle fondamental. Et pour moi, il y a deux paramètres majeurs, c'est statut de fonctionnaire ou non et niveau de diplôme. On pourrait associer la taille de l'entreprise, parce que ça, aujourd'hui, c'est fondamental à l'intérieur du privé, être dans une petite entreprise ou une grande entreprise où il y a de la reconversion notamment. Mais en tout cas, le fait de savoir, de pouvoir se projeter dans l'avenir peut avoir un rôle aussi important que le niveau de diplôme. J'exagère, le niveau de revenu, j'exagère un peu, parce que ce n'est pas exactement la même chose que de gagner 1 000 euros ou 2 000 euros. Mais en tout cas, l'idée de savoir dans le monde d'aujourd'hui ce qu'on sera demain, c'est-à-dire que avoir l'assurance de ne pas être licencié du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est devenu totalement fondamental en termes d'inégalité. Et au bout de tout ça, moi, ce que je veux un peu critiquer, c'est l'idée d'une crise la façon plutôt dont tout le monde s'empare de la crise. C'est-à-dire la crise, tout le monde se dit frappé par la crise, ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, et encore plus en France, on est à un univers où il y a une dualisation du marché du travail avec des gens qui tournent sur des emplois précaires et des gens dont l'ancienneté moyenne de l'emploi augmente. Et cette crise, elle frappe au premier chef, au-delà de tous les facteurs, ceux qui n'ont pas le bon diplôme et le bon titre scolaire. Le fait de s'approprier la crise de façon très large, c'est une façon, pour moi, de refuser la solidarité. C'est-à-dire de dire « Ah ben non, vous voyez, de toute façon, mes impôts augmentent, etc. Et puis je peux peut-être être licencié demain, on n'en sait rien, mais j'ai bac plus 8 et puis j'ai un très bon emploi. Mais quand même, la crise me touche parce que j'augmente plus de 5% par an, mais de 2% par an. » Ben non, moi je critique cette idée d'une crise généralisée, alors que dans les chiffres, on le voit bien, 80% des nouveaux chômeurs aujourd'hui sont des employés ou des ouvriers, par exemple, et très souvent des jeunes, des femmes assez bien réparties, hommes et femmes, mais très souvent des jeunes peu qualifiés. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans très rapide. cette mécanique
des pauvres qui deviennent encore plus pauvres et des riches qui deviennent encore plus riches. Alors ça, c'est encore une autre question. Je n'ai pas pu aller au-delà, développer sur la question des revenus, mais le changement majeur depuis 2008, alors qu'on était dans une phase d'extension des inégalités de revenus par le haut, avec des riches devenant très riches, mais les pauvres continuent à voir leurs revenus augmenter. Après tout, moi, que les gens gagnent 1 million, 5 millions, etc. Moi, les très riches, ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Je ne me focalise pas sur eux. Mais ce qui est plus grave aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les revenus des plus bas niveaux n'augmente plus et même diminue, si on regarde en chiffres réels. Et donc, on a une société qui s'écarte progressivement avec des pauvres qui sont de plus en plus pauvres et des riches qui sont de plus en plus riches. Ça, c'est un vrai tournant de fond. Alors, comment on peut expliquer ça? On ne va évidemment pas aujourd'hui rentrer dans des considérations économiques. Ça serait certainement un peu compliqué. Mais avez-vous quelques éléments pour expliquer cette disparité? L'explication majeure, c'est un chômage de masse. Et quand on arrive à un point haut et qu'on continue à augmenter, la situation de ceux qui ont le moins d'emprise sur le marché du travail est de plus en plus difficile. Associé à ça, un pays qui a une espèce de croyance absolue au diplôme, plus des emplois qui suppriment pour des métiers non qualifiés, c'est explosif pour ceux qui sont en bas de la hiérarchie. Cette croyance, par exemple, au diplôme rend la situation des jeunes particulièrement délicate. Vous êtes le directeur fondateur de l'Observatoire des inégalités. J'imagine que quand on crée ce genre de structure, ça n'est pas uniquement par perversité et plaisir de regarder ce qui fait du mal chez les autres, c'est parce qu'on a une véritable attache, volonté de défendre l'égalité. Alors, oui. D'ailleurs, c'est pas en fait, pour nous, les inégalités, c'est pas une espèce d'obsession. Il y en a qui une fois, Laurence Parisot, quand elle était encore au MEDEF, disait que les gens faisaient un business model des inégalités. Ça ne nous rapporte pas beaucoup. D'ailleurs, je vous invite tous à nous soutenir parce qu'on n'est pas du tout quelque chose de public, mais tout à fait privé. Donc, on a besoin de votre soutien. Mais on ne fait pas une obsession de cette question-là. Et on essaye de se dire, mais au fond, parce qu'en réalité, les inégalités dans notre société, tout le monde les accepte. Les inégalités de salaire, entre nous, il y a plein d'inégalités de revenus. Les inégalités scolaires, les inégalités de notes, elles sont largement acceptées. La question, c'est où ça nous pose problème, c'est quand ça devient injuste. Et là, on est toujours dans une sorte de compromis et de rapport politique. Est-ce que les salaires entre les ouvriers et les cadres, ils doivent être de 1 à 2 ou 3 ou 8 ? Personne n'a de réponse absolue. Notre rôle, c'est de mettre en avant les données, de dire voilà, on en est là, voilà dans quel sens ça évolue, parce que le sens de l'évolution est parfois plus important que le niveau à un moment donné. Je ne vais pas parler de la mobilité sociale, mais l'arrêt de la mobilité sociale pose un problème majeur, notamment pour les classes moyennes. Et à partir de là, aux citoyens de faire jouer ce rapport de force. Nous, on s'est constitué en 2003, notamment après le tremblement de terre de 2002, et notre idée était bien de dire, voilà, mettons les choses sur la table. Alors maintenant, on peut peut-être considérer qu'on n'a pas eu un impact majeur sur ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, on estime avoir un peu mis notre grain de sable dans le grand rouage, mais bon, avec des moyens qui restent très limités. Mais à qui destinez-vous les informations que vous recueillez? Alors, compte tenu des moyens qu'on a, notre objectif premier qui a été toujours, qu'on a tenu dès le départ, c'est d'avoir une ouverture le plus large possible, et notamment en destination des jeunes. Parmi vous, je pense que je ne convaincrai pas beaucoup de monde de la situation des inégalités. On a toujours essayé de faire un pas de côté et ni parmi les réseaux militants, etc., qui sont hyper convaincus de l'explosion des inégalités, on a toujours essayé d'aller vers ceux qui, justement, n'étaient pas déjà soit diplômés, soit politisés, etc., pour essayer de leur faire prendre conscience de ça. Et partiellement, on a réussi, puisque finalement, pendant un temps assez long, la presse militante traditionnelle, disons-le clairement, de gauche, nous a ignorés, alors que ce n'était pas le cas de la presse régionale, de la presse féminine, par exemple, pour qu'il y ait question des inégalités, une vraie question, ou d'autres, de la presse sociale, par exemple. Et donc, on me semble qu'on a réussi. Alors aujourd'hui, on est un peu plus connu, reconnu, donc on nous agite un peu médiatiquement, même si les inégalités sont parfois devenues une tarte à la crème médiatique, à mon sens. Mais voilà, en tout cas, nos moyens sont quand même très modestes. Aujourd'hui, notre axe stratégique, c'est de développer des programmes en direction des jeunes, parce qu'on pense que c'est là